Bonjour et bienvenue au WebTech SCS sur l'intelligence artificielle au service des Jeux Olympiques. Alors, merci d'être présent. C'est un webinaire un petit peu bouleversé aujourd'hui puisqu'il était prévu ce matin. On l'a reporté de 3h30 et en fait, le speaker de ce matin qui était dans le train a un retard de 3 heures avec son train, donc est à nouveau dans le train. Nous allons changer l'agenda. Donc, je vous remercie déjà de votre tolérance pour ce webinaire un peu bouleversé. On accueille Ophélie Katzer de la Direct qui va nous présenter en premier sa présentation sur le booster IA. Mais avant, une petite introduction sur ce sujet qu'on a voulu traiter, la sécurité des Jeux Olympiques, la sécurité des citoyens notamment, pendant ces Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, puisqu'elle peut être renforcée grâce à l'intelligence artificielle. Et on est très fiers que ce soit d'ailleurs des membres SCS, offreurs de solutions innovantes, qui soient sélectionnés pour cela et pour l'expérimentation. Donc, comment utiliser l'intelligence artificielle à des fins de surveillance pour ces jeux? Quelles seront les nouvelles obligations induites par la réglementation IA, et notamment le AI Act, décidé par la Commission européenne? Quelles conditions doivent être réunies pour l'usage de la reconnaissance biométrique dans l'espace public? Et qu'est-ce que l'AI Act va changer pour les startups IA du Grand Sud, donc chez SCS/Optitech. Alors, c'est ce qu'on va traiter aujourd'hui. Donc, nous avons deux speakers, je vous disais, qui vont nous rejoindre un petit peu plus tard, qui ne sont pas disponibles maintenant à cause du report. Donc, on va essayer de traiter un autre sujet pendant cette demi-heure. Et bien sûr, il y aura une plage pour les questions que vous pouvez poser dans le menu questions que vous devriez voir sur votre menu gris GoToWebinar. Je rappelle que les caméras et les micros sont coupés automatiquement et que cette session, normalement, est enregistrée et sera disponible en replay dans quelques jours. Donc, bouleversement de l'agenda, je vous disais. Premièrement, une présentation, donc, je disais, de la Direct sur le nouveau programme IA Booster. Et vous pourrez poser vos questions directement à Ophélie dans une première demi-heure, j'allais dire. Et ensuite, la gendarmerie qui interviendra s'il arrive à temps. Sinon, ce sera Videtix qui expliquera comment, lors de sa sélection, comment cette technologie d'IA, IA vidéo notamment, sera utilisée pour la gestion de la foule pendant ces JO. Un petit focus sur les speakers que vous voyez ici. Donc, ici présent, les deux qui vont nous rejoindre. Et puis, un petit zoom sur l'écosystème IA chez SCS. Vous voyez qu'on a positionné sur une chaîne de valeur depuis, vous voyez mon curseur, les pure players tout en haut, et la recherche, bien entendu, encore plus en haut, on ne voit pas là. Avec le hardware IA aussi très important pour le edge et pour faire beaucoup de calculs et entraîner les modèles au plus près des objets, par exemple. Et puis, beaucoup d'offreurs de produits, de services qui intègrent de l'IA. On en a aussi beaucoup chez SCS. Donc, on a positionné cette centaine d'acteurs, je dirais, qui est en plein développement sur cette chaîne de valeur, avec beaucoup de compétences dans le deep learning, dans le traitement du langage naturel, mais également dans la reconnaissance des formes et la vision. Et c'est d'ailleurs l'objet de la compétence du savoir-faire de Videtix qui va témoigner. Voilà, vous avez aussi quelques membres SCS en bas à droite. C'est aussi, bien sûr, beaucoup de laboratoires, plus de 330 chercheurs et même plus de 600 si on compte les postdocs qui travaillent sur l'intelligence artificielle dans une grosse quarantaine d'équipes de recherche positionnées donc, sur 4 départements, que vous voyez ici, qui travaillent bien sûr sur l'intelligence artificielle et qui se dénotent aussi peut-être des autres écosystèmes en région ou même en Europe, avec une forte compétence sur la sécurité de l'intelligence artificielle et également sur l'IA embarquée. D'ailleurs, l'IA embarquée fera l'objet d'une conférence le 6 juin prochain à Aix-en-Provence qu'on est en train de préparer. Donc, je vais vous présenter rapidement cet événement si ça vous intéresse un peu plus tard. Voilà. Et également des formations. Effectivement, les formations et les compétences sont au cœur des préoccupations, je dirais, des startups et des PME notamment, mais même des grands groupes aussi,
membres SCS qui sont en plein développement et c'est pour ça qu'on cartographie finement aujourd'hui 27 formations en intelligence artificielle. Hein, donc on a principalement pris des formations au niveau Bac+5 qui vont pouvoir équiper, répondre aux tensions de recrutement de certains membres SCS. Et bien sûr, le 3IA, qui est nous sommes très fiers d'avoir sur le territoire l'Institut interdisciplinaire d'intelligence artificielle, un des 4 sélectionnés au niveau national, qui œuvre grandement à la collaboration entre le monde de la recherche et le monde industriel. Voilà. Alors, je vais vous passer la parole, Ophélie, et je vous remercie déjà d'être présente et d'être flexible parce qu'effectivement, c'est vous qui présentez en premier donc ce nouveau dispositif de financement, le Booster IA. Alors, avec grand plaisir pour la présentation. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon? Oui, très bien. Allez. Donc oui, c'est vrai que normalement, on aurait dû avoir les cas d'usage avant les moyens, mais c'est pas grave. Je vais déjà vous présenter le programme et puis plus largement le plan France 2030 et puis bon, vous aurez les cas d'usage par la suite. Donc moi, je vais vous parler des possibilités de financement de projets d'IA qui pourraient émerger, notamment avec des événements comme les Jeux Olympiques. Et puis juste après, je parlerai voilà, un peu plus largement du programme IA Booster, donc qui est un programme de sensibilisation à l'intelligence artificielle pour les entreprises, mais aussi d'aide à l'intégration de cette techno-là dans les activités des entreprises. Donc juste avant, je vais juste faire une petite présentation sur qui je suis et mon service. Donc Ophélie Katzer, moi je suis chargée de mission développement économique au sein de la DRETS, plus particulièrement dans le service économique de l'État en région. Donc le service économique de l'État en région, c'est un service qui est intégré au sein de la DRETS. Donc la DRETS, on y retrouve notamment les inspecteurs du travail, en général ça parle assez bien. Donc on est dans la même direction régionale et on dépend du ministère de l'économie et des finances par le biais de la direction générale des entreprises. Bon, retenez que le service économique de l'État en région, c'est la porte d'entrée vers le ministère de l'économie et des finances. Voilà. On a 2 rôles principaux, un rôle qui vous concerne un peu moins directement, mais c'est toujours bien de le savoir, on a un rôle de vigie. On est plusieurs chargés de mission spécialisés sur des filières stratégiques. Donc pour moi, par exemple, ça va être la filière microélectronique, mais vous allez retrouver la décarbonation, les énergies renouvelables, la santé. Et on est régulièrement consulté par les ministères sur la santé de nos filières en région. Donc c'est aussi l'occasion de faire remonter les points bloquants que les entreprises peuvent rencontrer, essayer de voir comment on peut débloquer des situations. Ça, c'est le premier rôle. Le deuxième qui vous concerne un peu plus, on a un rôle d'accompagnement. Qu'est-ce qu'on met derrière accompagnement? Déjà, on peut vous aider au niveau de vos projets d'innovation par des financements. Donc, c'est notamment l'objet de France 2030. Deuxième mission importante là-dessus, on peut vous accompagner aussi sur les difficultés que vous pouvez rencontrer au niveau administratif et financier. On a des outils à notre disposition pour vous aider avant d'entrer dans tout ce qui est liquidation judiciaire, etc., des procédures amiables qui sont quelquefois irréversibles et assez conséquentes. Donc, nous, on peut vous accompagner quand même en avant. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour ça. Et troisième mission aussi qui peut vous concerner, on a des référents concernant tout ce qui est sécurité économique. Donc, que ce soit fuite des technologies stratégiques à l'étranger, ou alors quand on a des investisseurs étrangers qui viennent prendre des parts dans des entreprises françaises, il y a tout un système de contrôle derrière, les contrôles IEF. Là, c'est pareil, on a des référents aussi pour répondre à vos questions sur ces sujets. Donc, n'hésitez pas. Ça, c'était la présentation du service. Maintenant, rapidement, je vais vous parler de France 2030. Donc, France 2030, c'est un plan d'investissement de 54 milliards d'euros qui a pour objectif de soutenir la réindustrialisation et la souveraineté par l'innovation. Donc, pour ça, le gouvernement a choisi 15 thématiques qui sont considérées comme très stratégiques pour l'avenir. Donc, vous les voyez à l'écran, il y a 10 objectifs et 5 leviers. Pour vous, concrètement, comment ça se traduit? Pour avoir le droit à une petite part de ces 54 milliards d'euros, vous allez devoir répondre à des appels à projets qui sont régulièrement publiés. Actuellement, il y en a une quarantaine, il me semble. Vous en avez certains qui sont très thématiques, donc ciblés sur la santé, par exemple, ou l'alimentation. Puis vous en avez d'autres qui vont être plus transverses, comme première usine pour financer la première unité de production.
Donc, ces appels à projets-là, ils sont publiés sur le site du gouvernement. Hein, quand vous tapez France 2030, vous avez accès à toutes les candidatures et donc vous devez répondre à cet appel à projet-là pour pouvoir bénéficier du plan. Donc, parmi les grands critères d'éligibilité, bon, après chaque appel à projet a sa spécificité, mais pour être une entreprise France 2030, déjà, l'entreprise doit porter un projet, donc qu'il soit individuel ou collaboratif. Et c'est un projet qui va devoir porter une innovation de rupture. Ça, c'est très important parce qu'avec France 2030, on finance du risque. On va financer des solutions qui vont apparaître sur des marchés qui, pour certains, n'existent pas encore, en fait. Donc, avec des caractères, des facteurs différenciants. Mais vraiment, voilà, le plus important, c'est qu'il y ait une grosse part de risque. Et nous, on va venir dérisquer cette innovation par l'apport de financement. Et il faut que le projet, bien sûr, intègre une des 15 thématiques qu'on a vues juste avant. Ça, c'est vraiment dans les grandes lignes. Et après, il faut regarder, voilà, par rapport aux appels à projets, les différents critères d'éligibilité. Moi, je vous ai dit qu'il y en avait une quarantaine d'ouverts actuellement. On est conscient que les entreprises ne vont pas aller feuilleter tous les cahiers des charges pour voir si l'appel à projet peut correspondre à un des projets. Donc, on a mis en place on a mis en place une expérimentation en région. On travaille en collaboration sur ce dispositif-là avec le conseil régional. C'est une expérimentation État-région où, voilà, dans les grandes lignes, on se sert de la plateforme démarche simplifiée. Donc, les entreprises vont venir déposer un projet, la description de leur projet sur cette plateforme-là. Grosso modo, c'est une page recto verso et quelques champs à remplir. Donc, on a voulu faire quelque chose de très simple à remplir et qui prenne le moins de temps possible aux entreprises. Donc, ça prend à peu près une vingtaine de minutes. Nous, à partir de là, il y a une cellule thématique qui va venir analyser votre dossier et qui va vous transmettre un avis. Donc, parmi les avis, bon, rapidement, il y a le pire avis possible, c'est que votre projet n'est pas du tout France 2030. En tout cas, pire avis par rapport à France 2030, mais voilà, vous êtes complètement hors cible. Dans ces cas-là, on vous déconseille de faire une candidature. Ça vous permet de gagner du temps et de ne pas candidater et de perdre 8 mois en attendant que l'instruction se fasse. Donc, nous, voilà, on vous prévient, on vous dit, donc ça vous permet de gagner pas mal de temps. Le cas du milieu, c'est le cas où votre projet est d'intérêt France 2030, mais il n'y a pas forcément d'appel à projet d'ouvert ou votre projet est trop petit. Alors, dans ces cas-là, on va vous demander de rester en veille ou on va vous réorienter vers d'autres dispositifs, quand c'est possible aussi. Et le troisième cas, le plus merveilleux, c'est celui où votre projet est bien d'intérêt France 2030 et où on a identifié un appel à projet. Alors, dans ces cas-là, on va venir regarder un peu plus en détail votre dossier. Et s'il manque de maturité sur certains points, on va pouvoir vous proposer un accompagnement. Donc, pour cet accompagnement-là, on travaille beaucoup avec les pôles de compétitivité, donc notamment FCS, hein, qui nous apporte son expertise technique. Et c'est très important. Donc, voilà, et l'idée en fait de cette expérimentation, c'est vraiment de pouvoir augmenter le nombre de lauréats en région et de pouvoir faire bénéficier de ces financements du plan France 2030 plus d'entreprises possibles et notamment les PME qui n'ont pas forcément accès à ce type de financement habituellement. Donc ça, c'est bien un soutien à la candidature, c'est-à-dire que vous réalisez cette démarche avant de déposer un appel à projet. Nous, on vous aide à vous orienter vers l'appel à projet qui sera le plus adapté pour vous. Ça, c'est pour France 2030. Je vais passer au programme IA Booster, le cœur de notre sujet aujourd'hui. Donc, le programme IA Booster, c'est un programme qui a été mis en place pour sensibiliser les entreprises à l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? Quels sont les concepts autour? Comment fonctionne la technologie? Quels sont les cas d'usage? Et après, on a une deuxième partie où l'idée, c'est d'aider les entreprises à intégrer cette technologie-là dans ses activités. Donc, le programme IA Booster, il est décomposé en 4 phases. La première phase, c'est la phase de sensibilisation, où vous allez avoir accès via la plateforme BPI, Université BPI, à 10 heures, une dizaine d'heures de formation, en libre accès, gratuite et vraiment accessible à tous. Donc, moi, je vous conseille de la faire, où vraiment, voilà, on va venir vous exposer les concepts, les technologies, des points sur la réglementation aussi. On vous expose des cas d'usage. Et je trouve que la formation, elle est assez bien faite et on entend de plus en plus parler de l'intelligence artificielle. Et je trouve que par le biais de cette formation-là, on arrive vraiment à avoir des bases pour réussir à comprendre et ne pas être complètement novice. Donc, ça ne fera pas de nous des experts, mais au moins on a des bases pour pouvoir comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle.
Donc cette phase-là est gratuite. Je vous ai mis les liens sur le côté, il me semble que vous aurez accès à la présentation après, donc voilà, vous pouvez retrouver le lien vers les formations assez facilement. Ensuite, vous avez 3 autres phases qui vont plus être des phases de prestation, de mission. La première, c'est celle de diagnostic IA. Donc, vous allez avoir un prestataire qui est référencé par l'État et qui va venir analyser votre activité, notamment chercher où est-ce qu'on peut avoir de la donnée exploitable et pertinente pour y placer des solutions d'intelligence artificielle. Donc, cette phase de diagnostic-là, au niveau subvention, le devis ne doit pas dépasser 13 000 € et pour les entreprises, vous êtes subventionné à hauteur de 80%. Donc, il vous reste 2 600 € pour un diagnostic. Donc, au moins, vous savez où est-ce que vous avez de la donnée exploitable et pertinente. La deuxième phase, c'est celle du choix de l'approche IA. Donc, une fois qu'on a fait le diagnostic, il faut réussir à sélectionner où est-ce que vous allez mettre des outils d'intelligence artificielle. L'idée, c'est pas d'en mettre partout. L'intelligence artificielle ne peut pas tout faire. Donc, il faut vraiment cibler là où ça pourrait avoir le plus de valeur pour vous. Donc, c'est l'idée de cette mission-là, de voir quels sont les outils qu'on peut aussi intégrer dans vos activités, parce qu'on ne peut pas intégrer n'importe quel outil n'importe où. Donc, il y a aussi toute cette analyse-là qui va être faite avec un plan de mise en œuvre qui va aussi être émis. Donc là, c'est pareil, on est aussi sur maximum 2 600 € pour l'entreprise. Et la dernière mission, qui est un peu plus conséquente, c'est plutôt concernant l'intégration de ces outils-là, le déploiement de ces outils au sein de vos activités. Parce qu'on est conscient que quand l'intelligence artificielle n'est pas votre cœur de métier, vous n'avez pas forcément les ressources, notamment les ressources humaines, pour pouvoir les intégrer. Donc, on vous met aussi à disposition des prestataires pour que vous puissiez être aidés dans le déploiement et la formation de vos équipes. Donc là, voilà, c'est un peu plus conséquent. Donc, c'est une prestation qui est au maximum à 60 000 € et qui va être subventionnée à hauteur de 50%. Voilà, donc je vous ai mis les liens sur le côté que vous pouvez récupérer. Au niveau des porteurs, on est plutôt sur des PME ou des ETI. L'idée, c'est de venir aider des entreprises qui vont avoir entre 10 et 2 000 collaborateurs et un chiffre d'affaires qui dépasse 250 000 €. Donc, on est sur la majorité des PME. C'est vraiment la cible, sachant que bon, si vous n'êtes pas dans ces critères-là, vous avez toujours la possibilité quand même de faire la petite formation du début. Qui est quand même assez intéressante et qui permet d'avoir quelques bases. Ophélie, vous avez la possibilité de mettre le lien donc, de cette formation qui sont très intéressantes dans le chat? Oui, je peux. Ça, comme ça, je vais pouvoir, moi, l'envoyer à tous les participants en temps réel. Enfin... Alors, je peux, mais dès que j'aurai arrêté de partager. Bah, écoutez, de toute façon, j'ai fini. Bien sûr, bien sûr. J'ai fini, donc je peux arrêter de partager. Et voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, si on se prévoit ce temps-là maintenant ou un peu plus tard. Alors, moi, je propose qu'on prévoie ce temps-là puisque les 2 autres speakers ne sont pas encore arrivés. Donc, je vous invite à poser des questions dans le module questions, si vous voulez bien, Ophélie, hein, peut-être par rapport à votre projet IA, peut-être par rapport à plus de détails sur le type d'aide par les différents consultants labellisés, référencés donc, par France 2030 pour vous accompagner, peut-être par rapport à la maturité de votre projet aussi. Donc, je vous invite à poser des questions à Ophélie dans le module questions. Et puis, en même temps, c'est vrai que si vous m'envoyez le lien, je vais pouvoir le rediriger. Je peux le mettre dans le chat directement. Oui, je peux. Le chat, vous devriez pouvoir l'envoyer à moi, au moins. Ouais. Ah non, vous pouvez même l'envoyer à tous les participants, non? Oui, non? Non? Bon, envoyez-le moi. À moi, je vais le faire, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si vous voyez le chat. Oui, hop, je récupère les questions. Le lien. Ouais, non, je ne peux pas l'envoyer à tout le monde, donc je vous l'envoie à vous. Voilà, ok. Eh bien, merci beaucoup. Donc, je vais vous envoyer ce lien. Donc, c'est une formation qui prend quelques heures, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est une formation d'une dizaine d'heures qui est vraiment découpée par thème. Donc, vous avez une première explication de base sur ce qu'est l'intelligence artificielle, ce qui est vraiment bien quand on débute et qu'on a fait qu'en entendre parler.
Vous avez aussi une partie un peu plus approfondie sur les concepts qui tournent autour de l'intelligence artificielle. Vous allez avoir une explication aussi sur quelques cas d'usage qui sont possibles. Parce que ce qui est compliqué aussi, c'est de réussir à se projeter quand on ne sait pas ce qu'est l'intelligence artificielle, quand on ne sait pas comment ça fonctionne. On a du mal aussi en tant qu'entreprise, je pense, à se projeter et à se dire, OK, dans mon activité aujourd'hui, où est-ce que je peux en mettre? Quels sont les prérequis? Et avec cette formation-là, j'ai l'impression qu'on arrive quand même à avoir quelques idées. Voilà, encore une fois, c'est pas une formation d'expertise, c'est vraiment pour avoir une première base de connaissances. Et comme on en entend beaucoup parler et qu'on va de plus en plus en entendre parler, je pense que c'est pertinent d'avoir quelques éléments comme ça pour au moins réussir à comprendre de quoi on parle et voilà. Bien sûr, ok, super, merci beaucoup. Ok, il n'y a pas de questions pour le programme IA Booster. Vous avez été beaucoup sollicité, vous, en région, par rapport à ce nouveau dispositif ou pas encore, Ophélie? Alors oui, il y a beaucoup de questions. En général, c'est vrai que quand je fais des présentations, quand je présente ce dispositif-là, j'ai beaucoup de questions. On me demande justement le lien vers la formation. Donc c'est déjà bien parce que les entreprises s'intéressent veulent en connaître davantage en fait sur l'intelligence artificielle. Donc c'est un très bon signe. Ensuite, sur les autres missions, alors le dispositif a été lancé en septembre, il me semble. On a commencé à communiquer dessus, nous, au début d'année 2024. Donc, pour le moment, il n'y a pas encore trop de sollicitations, en tout cas sur les 3 missions complémentaires. Je sais que vous, le Pôle SCS, vous aviez déjà proposé aussi un programme de ce type. Ça avait été très intéressant pour les entreprises qui avaient été accompagnées. Il y avait une vraie valeur ajoutée. Donc, j'espère que les entreprises, là, à partir de maintenant, vont aussi réussir à capter que ça peut être intéressant pour elles d'intégrer des outils d'intelligence artificielle et vont solliciter le dispositif. C'est un dispositif qui va durer combien de temps? Alors, pour le moment, on ne sait pas. C'est toujours pareil, c'est des dispositifs qui sont adossés à des financements, donc il n'y a pas encore forcément de durée. Je dirais que pour le moment, c'est plutôt jusqu'à ce que l'enveloppe soit épuisée, parce que voilà, c'est une subvention, donc l'État apporte quand même des financements au niveau des prestataires qui vont réaliser les missions. Donc pour le moment, je dirais que c'est plutôt jusqu'à épuisement de l'enveloppe et puis après, bon, tout va dépendre aussi de la continuité du plan France 2030, jusque quand il va durer. Beaucoup disent France 2030, c'est jusqu'en 2030, mais non. France 2030, c'est pour faire de la France un leader en 2030. Donc, ça veut dire que les financements n'iront pas jusque-là, parce que un projet qui sera financé en 2030 n'aura pas d'impact en 2030. Donc, le dispositif, le plan, en tout cas, devrait terminer, j'imagine, peut-être autour de 2026. Donc, je pense que l'IA Booster, ce sera pareil. Mais voilà, après, il y a toujours aussi cette question de budget, d'enveloppe budgétaire. Une fois qu'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'argent. D'accord, ok, merci. Donc, je rappelle que nous attendons le général Patrick Perrotte, qui devrait arriver d'ici 3-4 minutes, ainsi que Alan Ferbach. Donc, l'un est dans un train. Son train a eu du retard, donc il doit arriver normalement dans son hôtel et se connecter donc, pour présenter le champ d'expérimentation de la vidéoprotection des grands événements et comment cette expérimentation va être évaluée et bien sûr faire un focus sur les Jeux Olympiques, qui est un cas d'usage exceptionnel et qui est exceptionnel mais néanmoins en concordance avec l'AIA Act pour favoriser l'acceptabilité. C'est vrai que dans ce cas d'usage exceptionnel des Jeux Olympiques, la vidéoprotection sera utilisée, mais volontairement, il n'y a pas de biométrie. Voilà, alors Patrick me contacte. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler des enjeux de sécurité autour des Jeux Olympiques et je trouve ça très bien que des projets innovants soient supportés. C'est vrai que c'est un bon cas d'usage, la gestion de crise. Enfin, j'espère qu'on n'arrivera pas jusqu'à la gestion de crise, mais enfin, c'est quand même des événements qui sont très atypiques. On n'accueille pas tous les ans des Jeux Olympiques, des événements de cette ampleur-là. Et
trouve ça bien que des innovations comme ça puissent être portées et testées pendant ce type d'événement. Et puis ça ouvre le champ des possibles aussi. Ça ouvre le champ des possibles pour d'autres applications et pour d'autres projets qui pourront émerger par la suite. On fait aussi émerger de nouvelles technologies. Donc, je suis intervenante, mais je suis assez curieuse aussi des cas d'usage qui vont être présentés. Oui, tout à fait. Oui, oui. On va essayer de voir ça. Alors, je vais essayer d'envoyer un lien au général qui ne peut pas se connecter à son email professionnel, mais se connecter à son email personnel. Désolée de. Alors, il y a une question. Ah, combien de participants à ce webinaire? Enfin, je ne comprends pas la question, je ne vois pas l'intérêt. Mais est-ce que vous pouvez spécifier? Alors, le général arrive. Connecté. Donc, je rappelle qu'il y a quelques personnes qui viennent de se connecter, que nous attendons. Donc, Alan Ferbach, CEO de Videtix, et le général Patrick Perrotte pour nous présenter la loi, le contexte de l'expérimentation de la vidéoprotection pendant les Jeux Olympiques, et l'autre, sa solution et sa sélection de solutions pour sécuriser et notamment gérer la foule pendant ces Jeux Olympiques. Donc, merci pendant quelques petites minutes. Pour ma part, je vais peut-être laisser ma place alors. Si, oui, normalement, j'ai pris le contrôle. Par contre, voilà, j'attends. Voilà. Alors, le général s'est connecté, mais en tant que participant, donc je vais essayer de le configurer comme présentateur. Ah oui, mais comme présentateur ou alors comme intervenant. Comme intervenant, oui. On devrait peut-être au moins l'entendre, j'espère. En tout cas, pour la partie France 2030, je vous remercie pour votre écoute. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Dans les diapos, vous avez mes coordonnées, donc vous pouvez me contacter directement. Si des questions vous viennent par la suite, il n'y a pas de problème. Voilà, merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup, Ophélie. Donc, de rester connecté s'il y a d'autres questions. Donc, nous avons Alan et Patrick en ligne. Est-ce que vous nous entendez, l'un et l'autre? Oui, je vous entends. Ok, super. Merci Alan d'être présent. Et Patrick, oui, on voit aussi. Super. Bon, vous avez fait bon voyage? Alan, est-ce que tu veux bien prendre la parole et présenter ta solution? Bien sûr. Alors, je vais faire un partage d'écran. Comme présentateur. Comme présentateur. Super. Hop, afficher mon écran. Normalement, vous devriez voir. Super. Super. Bonjour à tous. Donc, je vous présentais rapidement ce qu'on fait Videtix, mais surtout, ce qui va être intéressant, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les grands événements à venir et les événements qui se sont passés aussi récemment. Donc, Videtix, on a été créé en mars 2019, donc on vient tout juste de fêter nos 5 ans. On est basé à Sophia Antipolis, là où on a la plupart de nos équipes de recherche. On a une personne sur Paris. Et récemment, on a créé en fait une joint venture en Côte d'Ivoire et on a sécurisé la CAN. Donc justement, je vais vous faire un peu un retour d'expérience sur la CAN. Donc la CAN, c'est la Coupe d'Afrique des Nations qui a eu lieu en Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire a remporté en plus dernièrement. Donc ce qu'on fait, nous, chez Videtix, c'est qu'on récupère les flux des caméras de vidéoprotection.
Donc concrètement, on va récupérer les caméras qu'on trouve dans les collectivités, dans les entreprises privées, dans des stades, dans des bâtiments, et on va la transformer vraiment en capteur. Soit on va travailler à des fins de sécurité, sûreté, donc détecter des comportements anormaux, donc un mouvement de foule, une personne à contresens, une estimation de densité trop importante. Ça, c'est des choses qu'on doit remonter très rapidement justement aux forces de l'ordre. Ou il y a aussi tout l'aspect plutôt mobilité, où l'objectif, c'est de comprendre comment le citoyen utilise l'espace public pour aménager le territoire. Donc là, on le voit par exemple sur cet exemple, on va avoir des cartes de chaleur, des cartes de fréquentation pour savoir comment est utilisé un passage piéton, un carrefour qui peut être plus ou moins dangereux en fonction des cas clients. Donc, comment ça fonctionne? Notre objectif, c'est vraiment de pérenniser les investissements qui sont déjà effectués par nos clients. Donc, on ne va pas remettre en cause les systèmes de vidéoprotection qui sont en place. On vient se connecter au logiciel de gestion vidéo, on récupère ces flux et après, on renvoie les données soit directement sur le logiciel de gestion vidéo, soit directement sur notre interface graphique qui est une application web toute simple. Donc maintenant, on va aller directement dans le vif du sujet sur les grands événements. Les enjeux sont multiples. Il y a des enjeux justement plutôt sécuritaires où le but, c'est de pouvoir détecter une situation anormale. Donc, par exemple, dans le cadre de l'appel d'offres des Jeux Olympiques qui est sorti justement en août 2023, les alertes qu'on doit remonter, c'est détecter un mouvement de foule, c'est détecter si un véhicule ou une personne est à contresens, détecter une intrusion, donc une intrusion d'une personne ou d'un véhicule par exemple dans une zone, détecter une estimation de densité trop importante. Donc ça, c'était ce qui était obligatoire. Et après, il y a des fonctions optionnelles qui sont détecter une chute de personne, donc une personne au sol, détecter une arme à feu, détecter un feu, et enfin détecter un colis abandonné. Donc ça, c'était tout ce qu'on va pouvoir remonter en temps réel aux forces de l'ordre pendant les Jeux Olympiques, mais pas que pendant les Jeux Olympiques, parce que cet appel d'offres-là, en fait, c'est une expérimentation jusqu'au 31 mars 2025, et on va pouvoir déployer notre système sur tout événement sportif, culturel et récréatif. Donc, je ne peux pas forcément communiquer sur quel événement on va être déployé, mais on commence justement à avoir des déploiements qui vont être déjà, par exemple, dès mai, donc avant même les Jeux Olympiques, et qui n'ont rien à voir avec les Jeux. Donc, quand il y a un événement, ça je ne vais pas revenir dessus, c'est la même chose côté transport, il faut absorber la gestion des flux. Donc il y a toute cette notion aussi de comprendre les personnes, comment ils viennent, justement aux abords des stades. Est-ce qu'ils viennent en tram? Est-ce qu'ils viennent à pied? Est-ce qu'ils viennent avec un parking qui est juste à côté? Et quand il y a des événements, par exemple, comme des matchs de foot, on sait que les personnes repartent de la même manière dont ils sont venus. Donc, on peut aussi anticiper les flux futurs. Et généralement, un match de foot, ça dure 90 minutes avec une mi-temps au milieu. Donc, on sait plutôt prédire normalement le pic d'affluence qui aura lieu à la fin du match. Donc, on va rentrer sur le rétexte qu'on a eu, donc les cas clients. Donc, comme je vous ai dit, on a déployé notre système sur la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, c'est assez récent parce que la CAN a eu lieu en fait entre mi-janvier et mi-février. Et l'objectif, ça, on a été déployé sur 2 fan zones, donc des fan zones autour d'Abidjan qui s'appellent Yopougon et Yamoussoukro. Et on a vu qu'il y avait énormément de monde qui sont allés dans les fan zones, surtout que la Côte d'Ivoire est allée jusqu'en finale et a remporté la finale. Donc, ce qu'on a pu, par exemple, voir, c'est qu'il y a donc différentes cartes de chaleur qui ont pu être ressorties des différentes caméras. Donc, sur chaque site, il y avait à peu près une vingtaine de caméras, une quarantaine de caméras en tout sur les deux fan zones. Et on a pu corriger certaines choses entre les premiers matchs de poule, on va dire, et les matchs de quart, de demi et de finale. On voit par exemple que la fan zone était plutôt correctement utilisée dans les 2 cas. Il y avait toujours plus de monde proche de l'écran, ce qui est totalement normal. Par contre, au début, dans les premières semaines, il y a par exemple, là on voit, il y a des trajectoires de personnes qui allaient principalement en fait directement dans cette zone-là.
Et le site n'était pas prévu pour ça, était plutôt prévu pour que les personnes fassent le tour justement. Et ce qu'on voit, ce qui a été rectifié sur les semaines après, où justement on voit que les zones de passage des personnes est vraiment linéaire, on va dire, et ils passent par le chemin qui a été prévu, en tout cas par l'organisateur. Donc ça, c'est juste sur on va dire, des compréhensions de l'utilisation de l'espace. Là, on est plus sur vraiment du comptage, où là, on a vu, par exemple, des différents matchs. Donc, il y a un match du jeudi soir, un match du vendredi et le match du samedi soir qui concernait la Côte d'Ivoire, où là, il y a eu énormément, justement, de personnes qui étaient présentes. On a eu, justement, jusqu'à certains soirs, 10 000 personnes qui rentraient en l'espace de quelques heures. Et justement, on voit aussi comment un espace se remplit en fonction des heures de la journée. Donc, on voyait que le matin, il commençait à partir entre 6 et 7 heures pour pouvoir préparer vraiment, on va dire, le match et toute la partie logistique. À 15 heures, en fait, il fermait le site. Donc là, on n'avait plus personne qui rentrait. Et après, il rouvrait le site pour justement les 2 matchs. Normalement, je crois qu'il y avait un match sous les coups de 17-18 heures et un deuxième match qui démarrait plutôt vers les 20 heures. Et on voit que justement, il y a cette courbe-là qui vraiment était plutôt respectée correctement entre la fermeture et justement la fin du match. Et ça allait jusqu'à 1 heure du matin, parce qu'après, les fan zones fermaient. Donc voilà ce qu'on pouvait en tout cas présenter sur la partie gestion des événements. On fait un peu la même chose avec la Principauté de Monaco, où là, il y a le stade Louis II. Et le stade Louis II, il y a des matchs de foot, mais aussi il y a des matchs de basket à niveau international. Et l'objectif, c'est de comprendre les flux piétons principalement quand il y a ces événements-là. Des fois, ça arrive dans l'année qui est à la fois un match de foot au niveau international et à la fois un match de basket au niveau international. Et c'est important justement de bien comprendre les flux de piétons pour pouvoir anticiper les mouvements. Donc voilà un peu sur ma présentation succincte. Beaucoup, Alan. Nous allons passer donc dans le désordre encore une fois avec le général Patrick Perrotte qui va donc nous présenter l'IA au service de la sécurité des Jeux Olympiques. Bonjour Patrick, vous allez bien? Par contre, il n'y a pas de son. Oui, vous pouvez ouvrir votre micro et je vais moi me mettre en présentateur pour pouvoir passer vos slides. Voilà. Le micro est coupé, Patrick. Le micro est coupé. Vous devez ouvrir votre micro. Si vous n'y arrivez pas, je vais le faire moi-même. Tenter de le faire. Là, est-ce que je suis audible? Parfait. Super. Bon, on entend très bien. On vous voit très bien. Et j'ai mis les slides. Vous voulez juste me dire quand je change. Oui. Merci de votre présence et malgré les conditions un peu chaotiques. Donc, on vous écoute pour la sécurité, l'intelligence artificielle au service de la sécurité des Jeux Olympiques, qui est la mission donc, de la gendarmerie nationale. Merci beaucoup Fabienne, désolé pour ces conditions effectivement de retard. Pour tout vous dire, je viens de subir 3 heures de retard de la SNCF, donc ce qui explique un peu les conditions un peu différentes de ce qui était prévu initialement. Donc je viens d'entendre Alan, du coup, la présentation est un peu dans le désordre, mais c'est pas très grave parce qu'en fait, ce qu'Alan a pu présenter est en totale correspondance avec l'aspect réglementaire par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le cadre des Jeux Olympiques. Une utilisation qui a suscité à la fois de l'engouement, mais aussi beaucoup d'inquiétudes. C'est tout l'enjeu en fait de cette expérimentation, et comme ça a été précisé, c'est une expérimentation et elle court jusqu'au 31 mars 2025. Donc pour certains, elle va trop loin, pour d'autres, elle ne va pas assez loin. Je crois que ce qu'il faut reconnaître avant tout, c'est que la France est précurseur au niveau européen pour fixer un cadre. Excusez-moi, un document qui s'envole, pour fixer un cadre expérimental à l'utilisation de l'usage de l'IA de façon très opérationnelle. Et ça, c'est un point important que, d'ailleurs, la réglementation européenne, l'AI Act,
aujourd'hui, qui a été adopté, propose des bacs à sable réglementaires. Donc, je voudrais insister quand même sur cette idée que même si pour certains ça ne va pas assez loin, la France est quand même précurseur au niveau européen. Mais je voudrais aussi rebondir sur les quelques slides que j'ai pu voir de Videtix, où on voit que dans d'autres continents, ça se fait déjà. Donc là, il y a un véritable enjeu aussi de savoir eh bien, jusqu'où on peut aller dans cette course à l'intelligence artificielle, parce que l'Europe a choisi effectivement d'être la première à réglementer, pas forcément la première dans les usages, mais ce qu'il faut par la réglementation, c'est effectivement permettre de l'innovation, permettre des usages. C'est tout l'enjeu de cette réglementation européenne. Donc, tu peux passer au slide suivant, Fabienne. Ce que je vous propose, c'est effectivement d'aborder la construction en fait de cette expérimentation, puisque à travers les propos d'Alan, vous avez vu la matérialisation des applications, mais il est important de comprendre la construction de cette expérimentation. Cette expérimentation repose sur 3 éléments principaux. Une loi, la loi du 19 mai 2023, relative aux Jeux Olympiques et Paralympiques, où est mentionnée l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le cadre de la sécurisation à partir de la vidéoprotection, mais aussi sur des aéronefs embarqués. L'autre aspect, c'est 2 décrets qui déclinent de cette loi. Un premier décret qui fixe l'ensemble des cas d'usage, on en parlera, et un deuxième décret qui fixe les conditions d'évaluation et de pilotage de cette expérimentation. Donc on voit à travers cette loi, à travers ces décrets, la volonté du législateur d'être très attentif en fait à comment cette expérimentation va imprégner le citoyen, quelle sera l'acceptabilité de cette expérimentation, et on va le voir à travers à la fois les cas d'usage et les garanties qui sont mises en place, que c'est un enjeu essentiel. Alors que nous dit cette loi? Il est important déjà de préciser que la CNIL a été associée dès le départ à ces travaux. Donc elle nous parle d'expérimentation de vidéosurveillance intelligente. Pardonnez-moi, mais je n'aime pas du tout ce terme de vidéosurveillance intelligente parce qu'elle ne l'est pas. Hein. C'est de la vidéosurveillance, enfin de la vidéoprotection qui utilise effectivement l'intelligence artificielle pour faire de la remontée d'alerte vers des opérateurs. Derrière cela, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y aura toujours un opérateur pour valider ou pas le résultat, pour valider, oui, le résultat de l'intelligence artificielle. Comme ça a été précisé, ce n'est pas une expérimentation uniquement dédiée aux Jeux Olympiques. L'expérimentation a déjà commencé. Pour tout vous dire, ça a commencé au concert de Dépêche Mode début mars. La préfecture de police a déjà expérimenté des systèmes, des cas d'usage pour voir déjà si on pouvait être prêt en termes d'interopérabilité, en termes d'appropriation par les utilisateurs de ces systèmes, de cette interprétation de l'intelligence artificielle à partir des images de vidéoprotection. L'ambition de cette loi, c'était effectivement d'être une assistance d'être une assistance sur la détection en temps réel d'événements prédéterminés. Et ces événements prédéterminés, ce sont les cas d'usage sur lesquels on va revenir à l'issue. Il a été d'emblée précisé qu'il n'y aurait pas de technique de reconnaissance faciale ni aucun système d'identification biométrique. Je vous ai dit que certains étaient inquiets par rapport à cette expérimentation. D'autres considèrent que ça ne va pas assez loin. Typiquement, j'ai entendu, c'est dommage dans le cadre d'une expérimentation, on n'essaye pas l'acceptabilité de la reconnaissance faciale dans un cadre extrêmement défini. Ça aurait pu être la sécurisation du village des athlètes avec une acceptation de leur part. Et donc, pour autant, tout cela n'a pas été pris en compte. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment cet enjeu de montrer que l'intelligence artificielle n'a pas une vocation de surveillance, elle n'a pas une vocation d'être intrusive, elle a une vocation d'assister, en l'occurrence dans le cadre de cette expérimentation, les forces de l'ordre, mais aussi les pompiers qui seraient amenés à intervenir sur des situations. Et comme je le disais tout à l'heure, la CNIL a été associée à l'ensemble de ces travaux, de même que le Conseil d'État, hein, puisque le comité d'évaluation, le comité de pilotage
a été aussi présenté au Conseil d'État et a été élaboré à partir des recommandations du Conseil d'État. On peut passer à la slide suivante, Fabienne. Donc, à partir de cette loi, on a eu un premier décret. Je les ai mis volontairement de façon très précise pour que vous alliez les voir, parce que autour de cette expérimentation, il y a eu beaucoup de fantasmes, détection de comportement des individus, encore une fois, les problématiques de biométrie. Et dans ce décret sont explicitement mentionnés les cas d'usage. Donc vous les voyez là, je crois qu'Alain les a cités, mais présence d'objets abandonnés, présence ou utilisation d'une arme, non-respect par une personne ou un véhicule d'un sens de circulation, franchissement d'une zone interdite par un véhicule ou une personne, présence d'une personne au sol, un mouvement de foule, une densité trop importante de personnes, un départ de feu au sens non pas une arme à feu, mais un incendie. On s'est bien rendu compte dans la construction de ces cas d'usage que certains sont plus difficiles que d'autres. Typiquement, la présence ou l'utilisation d'une arme à feu. On peut même se demander si ça a du sens, hein, puisque les policiers et les gendarmes auront eux-mêmes une arme à feu. Est-ce que dès lors qu'on sort son arme à feu, la détection par une IA sera suffisante pour déclencher une intervention? Tout ça, c'est des questions qui demeurent encore en suspens. Mais toujours est-il qu'en termes d'expérimentation, c'est intéressant de voir comment l'usage appréhende, comment l'IA, appréhende ces cas d'usage, avec, encore une fois, pourquoi ça a été mis en place, c'est essentiellement par rapport au risque d'attentat, par rapport à des atteintes graves à la sécurité des personnes. Donc on est vraiment sur une problématique d'atteinte aux personnes et de protection de la population. Donc je vous invite à aller voir ce décret. La loi est bien entendu publique, ce décret est public. Et si tu peux passer au slide suivant, Fabienne. On a un autre décret qui est celui du 11 octobre 2023 qui est également un décret essentiel. Pourquoi essentiel? Parce qu'il fixe en fait deux comités. Un comité d'évaluation, un comité de pilotage. En quelque sorte, ces comités vont être la garantie de la réussite de cette expérimentation. Réussite, ça ne veut pas dire qu'on adopte tous les cas d'usage, qu'on adopte l'IA à tout va. Réussite, ça veut dire peut-être qu'on refusera d'utiliser l'intelligence artificielle à l'issue du 31 mars 2025. Peut-être qu'on décidera de l'utiliser de façon différente. Peut-être qu'on décidera effectivement de reprolonger des travaux sur certains cas d'usage en fonction des données qu'on aura recueillies. Ça, c'est un point important. Pourquoi on ne s'est pas limité simplement à faire une expérimentation uniquement sur les Jeux Olympiques? Tout simplement pour la diversité des cas d'usage. Les Jeux Olympiques, c'est effectivement un rassemblement de masse. Il y aura beaucoup de déplacements de personnes, il y aura beaucoup d'afflux de personnes, il y aura beaucoup de mouvements de foule. Mais les Jeux Olympiques, c'est pas un concert. Les Jeux Olympiques, c'est pas un feu d'artifice. Donc, ce qui veut dire que si on veut une diversité de situations outre les différents cas d'usage, il est important que cette expérimentation ne se limite pas aux, allez, je vais dire 2 fois 15 jours ou 2 fois 3 semaines des Jeux Olympiques et des Jeux paralympiques. Il était important d'avoir une diversité de situations. Et le comité d'évaluation a commencé avec le concert de Dépêche Mode et va poursuivre ses travaux jusqu'en mars 2025, comme le comité de pilotage, date à laquelle ils rendront public les différents travaux. Alors, ce premier comité d'évaluation, il est constitué d'un premier collège de personnalités indépendantes, des personnalités de la société civile, des personnalités potentiellement politiques, des personnalités de l'industrie, des personnalités qui sont familiarisées à l'IA, d'autres qui le sont moins, et un second collège de représentants des services utilisateurs. On a voulu ces deux collèges. Pourquoi? Parce que le premier est évident. On veut ce regard extérieur. Mais le second est important également parce que les services utilisateurs, c'est eux qui ont la responsabilité des systèmes d'IA qui seront déployés. Ça veut dire que par rapport aux évaluations faites par le premier collège, il pourra y avoir des discussions sur la pertinence de ces évaluations et sur la compréhension des usages. Donc ces deux collèges seront amenés à travailler de façon parallèle et à joindre leurs résultats. Ils vont évaluer quoi? La première chose, c'est d'évaluer les résultats au regard des performances techniques.
Donc là, Videtix, comme un certain nombre de sociétés, ont déjà répondu à un premier challenge qui a permis de sélectionner les meilleures sociétés capables de répondre à ce marché public. Donc Videtix a été reconnu par la performance de ce qu'ils ont pu faire sur des cas d'usage, sur des données qu'ils ne connaissaient pas. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés avec leur système, on leur a proposé des cas d'usage parmi les 8 avec des données qu'ils ne connaissaient pas. Donc on a vraiment eu un résultat le plus objectif possible. Mais ce n'est pas ce résultat sur ce données de test qui est suffisant pour dire que l'expérimentation donnera effectivement satisfaction. Il faut effectivement l'utiliser dans un cadre beaucoup plus diversifié et avec des performances techniques qui seront évaluées de façon extrêmement rigoureuse. Il y a les résultats par rapport aux besoins des opérationnels, c'est-à-dire que la police, la gendarmerie, les pompiers ont des besoins opérationnels. On a pris ces cas d'usage pour satisfaire à ces besoins opérationnels. Est-ce que l'IA répond à ces besoins opérationnels? Est-ce que la transmission entre l'intelligence artificielle, l'opérateur de vidéoprotection et les forces d'intervention fonctionne bien? C'est tout ça qui sera évalué. Comment on remonte le signalement et comment est interprété le signalement? Est-ce que l'opérateur a simplement été une boîte aux lettres qui, dès qu'il y a une remontée, il transmet les forces d'intervention? Est-ce qu'il a eu une fonction de filtre? Tout ça sera intéressant à analyser. Et bien entendu, une part qui va être essentielle, c'est l'impact sociétal, l'impact vis-à-vis du citoyen. Comment le citoyen va appréhender l'utilisation de l'intelligence artificielle associée à la vidéoprotection? Ça, c'est un enjeu qui sera également déterminant à évaluer. Donc, vous voyez, ce comité d'évaluation, il a 3 axes d'évaluation, et par rapport à ces 3 axes, il y a un certain nombre de métriques qui seront déclinées. On peut passer au slide suivant, Fabienne, donc qui relève du comité de pilotage. Le comité de pilotage, il est plutôt constitué avec des experts des services. Pourquoi? Parce qu'il va falloir piloter au plus près l'utilisation de l'intelligence artificielle par rapport aux besoins opérationnels. Et donc, il va falloir effectivement s'assurer que les algorithmes sont utilisés conformément au cadre opérationnel et ne dérivent pas. On sait qu'aujourd'hui que l'intelligence artificielle peut dériver. Là, on va s'assurer qu'effectivement, il n'y a pas de dérive et on va assister les autorités préfectorales parce qu'en fait, ce système, les Jeux Olympiques, on parle de Paris 2024, mais vous savez tous que c'est pas Paris 2024. Il y en aura à Marseille, il y en aura à Châteauroux, il y en aura à Tahiti, il y en aura en région PACA, dans le nord de la France. Enfin, il y en aura un peu partout. Et donc, il y a ce besoin effectivement d'accompagner l'autorité préfectorale dans les demandes d'autorisation, d'emploi de ces systèmes. Il y a un travail qui sera fait aussi qui est essentiel, c'est d'informer tous les 3 mois la CNIL sur les conditions de mise en œuvre de l'expérimentation. Ce qui veut dire qu'à chaque cas d'usage, typiquement, je vous parlais du conseil de Dépêche Mode, il y a un rétexte qui sera fait pour expliquer comment a été mise en œuvre l'expérimentation. Est-ce que l'ensemble des 8 cas d'usage ont été expérimentés ou pas? Est-ce qu'il y a 2-3 cas d'usage qui ont été expérimentés? C'est ce qui sera fait vis-à-vis de la CNIL tous les 3 mois. Et il est également demandé de délivrer sur le site du ministère de l'Intérieur une information relative à l'expérimentation. Cette information est bien évidemment à destination du citoyen, parce que comme je vous l'ai dit, l'acceptation sociétale est un enjeu fondamental pour ces travaux d'expérimentation. Alors, il me semble que c'est le dernier slide, Fabienne, tu me le confirmes? Oui. Plus slide, oui, c'est ça. C'est pas pour autant que j'en ai terminé. Ce que je voudrais dire par rapport à tout ça, c'est qu'est-ce que nous apporte une telle expérimentation? Eh bien, je crois que la première chose à souligner, c'est que c'est la première fois certainement qu'on a un passage à l'échelle des solutions d'intelligence artificielle à ce niveau-là. L'intelligence artificielle, elle marche souvent très bien sur des cas d'usage assez limités parce que par nature, elle est faite pour des cas d'usage spécialisés. Elle est capable d'absorber énormément de données. Les victoires d'AlphaGo sur l'Isidol l'ont témoigné il y a déjà de longues années. Aujourd'hui, les larges modèles de langage témoignent de cette capacité à appréhender beaucoup de données. Là, ce qui va être intéressant, c'est une diversité de situations
et une diversité de cas d'usage sur des grandes échelles. Donc on va voir effectivement, et là c'est le challenge des industriels, de voir comment ils sont capables de passer de leur système qui fonctionne bien dans des cadres assez bien définis à une échelle extrêmement importante. Un autre point sur lequel je voudrais insister, c'est la place de l'humain. Ce n'est pas parce qu'il y a de l'IA qu'il n'y a plus d'humain. J'insiste sur ce point. Toutes les remontées de l'IA vont vers un opérateur humain qui décidera ou non de travailler avec cette intelligence artificielle. Et le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est j'entends trop souvent dire oui, mais bon, le gouvernement fait ça juste pour faire avaler la pilule et puis on va mettre en place les systèmes à compter du 31 mars 2025. Ce n'est pas du tout l'état d'esprit aujourd'hui des expérimentateurs des commissions, tant de pilotage que d'évaluation. On est vraiment dans une objectivité de ce que ça apportera ou pas. Les cas d'usage ne sont pas extrêmement complexes. Il y a des cas d'usage qui existent même déjà à des échelles moindres, comme la détection de colis abandonnés. Ce qui veut dire derrière, c'est qu'on ne va pas forcément déployer tous les cas d'usage. On ne va pas forcément les déployer dans toutes les situations. Donc tout ça sera revu à l'aune des rapports du comité d'évaluation et de pilotage. Et donc, il n'y a rien d'acquis. Après, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est le fossé qu'on peut avoir avec les États-Unis, qu'on peut avoir avec le continent asiatique. L'intelligence artificielle, elle doit être utilisée pour protéger la population. Il n'y a pas de vocation de surveiller la population. Mais protéger la population, ça veut dire utiliser l'IA dans un domaine qui dépasse le cadre de cette expérimentation. Moi, je peux vous dire que en continu, les criminels utilisent l'intelligence artificielle. J'ai devant les yeux le mot deepfake et fake news, c'est quelque chose qui est en train d'exploser. Si les forces de sécurité intérieure n'ont pas capacité à utiliser l'intelligence artificielle, on aura une véritable asymétrie entre les opportunités criminelles et les capacités de forces de sécurité intérieure. Voilà, Fabienne, pour ce que je pouvais dire sur cette expérimentation et sur l'utilisation de l'IA pour les JO. Peut-être un point. Juste peut-être un point sur lequel je voudrais insister aussi, Fabienne. Le champ cyber n'apparaît pas. Pour autant, on se prépare au niveau du ministère de l'Intérieur à des attaques cyber sans précédent. Ça commence. Donc là aussi, la question se posera de savoir si l'IA peut être intéressante pour détecter des attaques cyber, pour proposer éventuellement une action défensive sur les systèmes cyber, mais ça ne rentre pas dans le cadre de cette expérimentation. Merci beaucoup. Patrick, je vais demander à Alan et Ophélie d'ouvrir leur caméra et de répondre aux questions qui sont posées. N'hésitez pas à poser vos questions à Patrick aussi, dans le module questions, encore une fois. J'ai une question pour vous, Ophélie, qui est posée à l'issue de votre présentation. Pouvez-vous préciser quelles entreprises sont éligibles à fournir des prestations IA à leurs clients qui entrent dans le cadre de France 2030? Alors, vous m'entendez? Oui, très bien. C'est BPI qui est chargé du recrutement des différents prestataires. Normalement, il devrait y avoir un appel à manifestation d'intérêt avec un cahier des charges pour le recrutement des prestataires. Je n'ai pas encore d'informations sur cette vague de recrutement-là. Je me renseigne auprès de BPI. Mais voilà, si jamais vous avez besoin de contact auprès de BPI sur les personnes qui sont chargées, plutôt référents sur ce dispositif-là, n'hésitez pas à me faire un mail et je vous enverrai les différents contacts pour que vous puissiez entrer en relation avec BPI et avoir les renseignements nécessaires. Merci beaucoup, Ophélie. Une question pour vous, Alan. Il est parti, Alan, vous êtes toujours là? Oui, Alan, vous m'entendez? Je suis là, oui. Je n'ai pas ouvert le micro. Alors, il y a une question. Donc, concernant les différentes données analysées, vidéo et audio, il y a plusieurs questions. Y a-t-il de la reconnaissance faciale réalisée par l'outil? Non, absolument aucune reconnaissance faciale et pas d'audio non plus. On est spécialisé vraiment que sur l'analyse d'images et dedans, c'est justement tout ce que j'ai pu citer qui est justement stipulé dans le décret que mentionnait le général Perrault. Très bien. Côté audio, une autre question pour vous, Alan. Côté audio,
analysez-vous les discussions audibles par les systèmes de capture, les dialogues, les conversations entre passants? Non, on fait aucune audio, et le peu de sociétés qui sont spécialisées là-dessus en France ne vont jamais en fait avoir une discussion. Leur objectif, c'est juste de savoir, par exemple, s'il y a eu un coup de feu, ce genre de choses-là. C'est quelque chose qui a été validé par la CNIL, je crois, il y a quelques semaines d'ailleurs. Très bien. Et une dernière question pour vous, Alan. Les données récoltées sont-elles conservées pour de futurs traitements par différents acteurs privés? Non, en fait, alors, les caméras sont déjà en place, et ce qu'il y a déjà aussi en place, ce qu'on appelle les VMS, c'est les Video Management System, donc c'est le logiciel de gestion vidéo, qui eux sont en train de enregistrer les flux vidéo. Donc ça bouge pas, et nous on vient s'interfacer de l'autre côté, et nous en fait on stocke absolument rien, on vient juste renvoyer les alertes aux opérateurs et justement aux forces de l'ordre qui eux vont décider d'intervenir ou pas, et après de prendre des actions. Mais il n'y a rien qui est stocké, en tout cas de notre côté. Très bien, merci Alan. Et enfin, j'ai une question pour tous les trois, mais surtout pour Patrick, je pense. Comment le citoyen inquiet de l'usage de technologies assistées par l'intelligence artificielle peut-il accéder à des garanties de bon usage? Quelle voie de recours? Alors, c'est une question effectivement qui se posera souvent et qui sera évaluée. La voie de recours, c'est déjà de contacter via le site du ministère de l'Intérieur s'il y a quelque chose qui a été mal interprété, mal traduit. Des voies de recours sur les cas d'usage dans le cadre de cette expérimentation, j'en vois pas beaucoup. Déjà, le citoyen a des voies de recours sur la vidéoprotection. Il a accès à des images de vidéoprotection. Enfin, ce cadre légal-là existe déjà. Et la réglementation européenne sur l'intelligence artificielle traitera de ces aspects-là, et notamment sa déclinaison au niveau national. Donc, tout abus d'une intelligence artificielle donnera effectivement droit à un droit de recours sur son usage. Enfin, il n'y a pas de doute là-dessus. Il faut bien intégrer qu'on en est vraiment qu'au début de ces solutions déployées. Je vois à travers les questions d'Alan, posées à Alan, qui a une vraie inquiétude en fait de captation d'éléments de la vie privée. Enfin, encore une fois, on n'est vraiment pas du tout sur ces volets-là. Ces volets-là, ils ne rentrent que dans le cadre judiciaire, avec l'autorisation d'un magistrat. On peut placer quelqu'un sur écoute, et là, on aura accès à ces données. Mais dans un cadre administratif, comme le déroulement des Jeux Olympiques, ces cas d'usage de captation des conversations n'aura pas lieu. Ça n'aurait aucun sens. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, Alan ou Philippe? Non. Non, pour moi, c'était clair. Ok, écoutez, je vous remercie. Oui, pardon, si je peux juste ajouter un petit complément. Il y a cette dimension de protection de l'utilisateur qui aussi est assurée par les réglementations qui sont en cours de mise en œuvre. Il y a l'AI Act qui a été validé il n'y a pas longtemps, qui va être mis en œuvre. Il y a aussi toute une dimension de aider les prestataires à être conformes à cette réglementation-là. Alors, quand on essaie de chercher des éléments sur l'AI Act, on tombe assez rapidement sur les sites officiels avec des questionnaires pour que les prestataires puissent valider le fait que leur activité est bien conforme à cette réglementation-là. En tant qu'utilisateur, si on est un peu effrayé par tout ça, on peut aussi aller se renseigner sur ce qu'il y a dans l'AI Act. On peut aussi aller faire ce petit questionnaire-là pour voir ce qu'il en est, pour voir à quoi ça ressemble, pour voir ce qui va être demandé aux prestataires. Je pense que ça peut aussi rassurer de voir comment est construite cette réglementation-là en tant qu'utilisateur, pour aussi se rassurer et se dire qu'à un moment donné, s'il y a une réglementation, il va y avoir des contrôles, il va y avoir un système aussi pour vérifier que les entreprises sont bien en conformité. Et tout ça, c'est aussi dans le but de protéger, c'est surtout dans le but de protéger l'utilisateur. Donc, se renseigner sur la réglementation, ça peut rassurer, je pense. Très bien. Écoutez, je vous remercie vivement encore une fois pour votre flexibilité. C'était passionnant, et je remercie les auditeurs d'avoir accepté ce bouleversement de l'agenda. Quelques petits événements que vous voyez prochains: WebTech SCS dans un mois, 24 avril, sur justement les deepfakes, fake news, avec l'IA générative qui produit, oui, des hallucinations et des contenus non fiables.
quelles solutions existent pour fiabiliser ces contenus. On en verra deux solutions pour fiabiliser donc justement ces contenus. Ensuite, bien sûr, financer vos projets autour de l'IA, c'est lors d'un webinaire le 9 avril avec différents dispositifs de financement européens, nationaux, mais aussi régionaux. Et enfin, en présentiel, l'humain, ça fait toujours du bien. Prochain événement en présentiel sur la cyber, vous le voyez tout en bas, à Sophia Antipolis, mais la cyber est fortement liée à l'IA. L'intelligence artificielle contribue aussi fortement à renforcer la cybersécurité, comme l'a mentionné aussi le général Patrick Perrotte. L'IA dans la filière énergie avec Cap Énergie, c'est le 2 avril également à Sophia Antipolis. Et puis à Toulon, nous allons faire un événement sur l'IA embarquée et la cyber embarquée, parce que l'IA embarquée a des spécificités très fortes, très contraignantes. Et nous allons aborder cela le 21 mai. Et enfin, ce n'est pas affiché, mais normalement, c'est le 5 juillet, une conférence IA. IA, microélectronique et IA, on va dire, non, c'est le 6, pardon, excusez-moi, c'est le 6 juin, à Aix-en-Provence, à 100 mètres de la Rotonde et du Cours Mirabeau, pour vous donner envie de venir nous rejoindre le 6 juin lors de cette conférence IA. Voilà, je vous remercie à tous. Je vous souhaite un excellent week-end et je remercie vivement encore une fois Patrick, Ophélie et Alan, et à très bientôt. Merci Fabienne, au revoir. Bonne journée. Merci, au revoir.